Premièrement, peut-être vous remercier pour un tel beau voyage et de nous emporter dans ce beau voyage de mémoire et de futur aussi. Et pour moi, c'est tellement beau cette scène enfin quand Romy sort et vraiment prend tout l'espace du caméra. Et je voulais vous demander si, en effet, l'espoir, c'était un peu quelque chose qui a porté ce projet, l'idée d'un futur, pas juste le passé, le présent, mais aussi le futur. Je pense dans toutes les familles, là en l'occurrence, quand il y a en plus un background aussi tragique, les silences pour les personnes qui les subissent, donc ceux qui n'ont pas accès en fait à une partie de leur histoire ou d'une histoire de la famille, enfin une partie de l'histoire de la famille, ça crée des fantasmes, et les fantasmes en fait ça crée hélas des images qui sont des fois très loin de la réalité, donc et se construire sur un fantasme, c'est finalement se construire sur une image un peu fausse de soi-même, donc d'une part je pense que c'est vital d'essayer en tout cas d'établir un dialogue. Puis pour moi ça l'est parce que je suis maman d'une petite fille qui pour le coup sera la perpétuation finalement de ce récit. Ouais. Je trouvais ça très touchant le moment avec les moines dans le pagoda quand tu racontais en fait que Pol Pot a forcé le mariage de vos parents. Et que, en effet, si ce ne serait pas le cas, tu ne serais pas ici. C'était touchant ce moment de voir, en effet, cette graine d'espoir qui sort, en fait, tellement d'horreur. Oui, puis c'est vrai que c'est quelque chose qui... Alors, je l'évoque très brièvement, là, sur ce film. Je fais un troisième film avec mon frère. J'ai fait un premier film avec mon père. Okay. Où je fais juste je raconte juste très rapidement la genèse en fait. Donc on a passé 6 mois dans l'ancien camp de concentration dans lequel il a été détenu pendant près de 4 ans. Et là en fait il rencontre ses anciens bourreaux qui voulaient le tuer en fait. Et donc on a passé 6 mois dans ce village. Romy avait 1 an et demi à l'époque. Elle me suivait sur tous les plans, elle est là. Donc il y a ce deuxième film qui raconte donc la suite après l'effondrement du régime Khmer Rouge. Et puis donc il y a le troisième film que je prépare avec mon frère. Pour le coup. Et la genèse de ce troisième film, c'est le régime Khmer Rouge a décidé à un moment donné en fait, de marier de force dans les camps de concentration les jeunes hommes et les jeunes femmes qui n'étaient pas mariés pour créer une nouvelle génération pure, une armée, en fait la nouvelle armée communiste. Donc effectivement, si le régime s'était pas effondré, je ne sais pas quel destin j'aurais eu. Donc on parlait d'histoire et de transmission, enfin, c'est d'autant plus fondamental que dans un cas comme le mien, et je suis vraiment pas la seule, on est très nombreux au Cambodge, de ma génération, à être le fruit de mariages forcés. Du coup, de savoir qu'on existe parce que le régime Khmer Rouge a existé, c'est quelque chose qui peut être à la fois terrible à porter, mais dont on peut aussi s'émanciper pour pouvoir créer aussi un nouveau récit en fait à partir de ça. Oui. Ouais. Parce que c'est tellement, je sais pas, pour moi c'est tellement le fil à travers tout le film au complet, cette histoire de survie en effet et de ta mère qui te portait vraiment dans les bras à travers cette échappe. Puis, on fait... ça vraiment donne l'effet de... comme c'est l'espoir qu'il nous faut pour survivre quelque chose comme ça. Puis, c'est très intéressant, le moment, quand vous faites l'entrevue, et elle raconte, c'est Rescapé, le nom du film. et il faut que tu expliques, non, c'est Escape. Alors, ça m'intéresse pourquoi le choix de faire ça, le titre du film, et non, let's say, Survie, ou quelque chose comme ça. Je porte en fait ici à mon doigt une bague que mon père a fabriquée dans un camp pour réfugiés en Thaïlande. Okay. Et il y a un K dessus parce que le prénom de mon père c'est Konsali avec un K. Et j'ai perdu le K. Wow. Pendant le tournage du premier film, Ankar avec un K aussi.
Donc c'est un délire à moi, mais du coup je mets des K sur tous les titres de mes films, c'est des mots courts. Wow. Et Escape, parce que voilà, en fait, c'est vrai que c'est un film, parce qu'on a tourné, j'ai voulu avoir des images très en mouvement aussi, pour raconter un petit peu ce truc de passer son temps à échapper à quelque chose, en fait, à courir, c'est une espèce de course en avant. Donc ça m'est venu vraiment sans trop réfléchir. Oh wow, c'est beau, cette histoire de cas. Et j'avais exactement ça aussi, la question par rapport les choix de faire beaucoup d'images, de voir les dos des gens, comme les gens à la frontière avec la Thaïlande, puis souvent ta propre dos, on voit pas souvent le visage. Et là, enfin, quand on voit Romy, c'est vraiment c'est ça. Le visage. Alors, ça m'intéresse le choix de faire beaucoup des dos. C'est un peu, pendant le tournage, c'était vraiment ça. J'avais le sentiment en fait, de passer mon temps à courir après les gens, à marcher derrière les gens pour essayer de glaner, d'essayer de comprendre un petit peu les choses. Bon, après, il faut savoir aussi que c'est pas toujours évident de filmer les gens de face, surtout dans ces pays-là, dans ces contextes-là, qui sont un peu particuliers. Et donc du coup je passais mon temps avec le chef opérateur et moi-même avec une caméra en fait à filmer les gens de dos, et du coup il y avait quelque chose un peu aussi d'une posture que je cherchais à traduire aussi, qui était la mienne de chercher en fait à comprendre les choses, à courir après je sais pas, une information que les gens pourraient me donner, ce qui a été la posture qui a été la mienne pendant 40 ans en fait. Ouais, c'est intéressant. Et aussi les images aériennes beaucoup, souvent on voit vraiment on a vraiment l'effet comme on passe à travers quelque chose. Oui, et puis c'est vrai que c'est des territoires, les territoires que je filme en fait, qui sont remplis de morts en fait. Le plan en survol avec les bonzes, en fait on est sur une colline, je raconte l'histoire, mais on était en tournage dans ce camp, et à un moment donné on monte une colline, et puis le guide me dit, le gardien du camp me dit... regarde à tes pieds, puis je me baisse et puis je gratte un peu en fait sous le feuillage, et puis il n'y a que des ossements quoi. Donc ce fameux plan en drone avec les bonzes en fait c'est une colline gigantesque d'ossements, et au-delà de ça effectivement il y a vraiment un sentiment d'une physionomie aussi de territoires qui ont des histoires que le temps en fait a fini par effacer. Et dont moi je perçois, en tout cas quand je prends comme ça de la hauteur, la sensation que la terre est encore gorgée de corps, de traumatismes, d'histoires silencieuses quoi. Ouais, c'est un beau mot. C'était pour moi vraiment comme un sens d'énormité, comme on vraiment voit le gros plan et le récit qui raconte des nombres énormes, on ne sait même pas le nombre. C'est totalement exact. Abstrait, c'est ça. Et puis en plus, c'est des chiffres, c'est complètement abstrait. Ouais. Quand je parle de 150 000 morts dans ce camp de réfugiés, là, avec ce qui se passe en Ukraine, on redécouvre un petit peu ce que sont les charniers, les personnes qu'on tue. On parle de charniers, de centaines de personnes. C'est terrible. Mais en tout cas, à un moment donné, les chiffres n'ont même plus de conscience en fait en soi. Mais effectivement, il y a quelque chose de phénoménal malgré tout dans ces chiffres. C'est ça. Et il faut toujours rentrer par quelque chose de particulier ou quelque chose d'intime peut-être dans les histoires on a le sens est tellement énorme. Comment comprendre? Et c'était très intéressant au début pour moi aussi. Comme j'ai raconté un peu avant, je viens aussi d'un pays où on a vécu la guerre, aussi d'une famille d'immigrants, et je reconnais tellement quand j'écoute au début du film la mère qui est comme, mais il n'y a rien à raconter, qu'est-ce que tu me demandes? Et elle ne veut vraiment pas répondre. Et ça m'intéresse, en fait, pour toi, c'était quoi la quête? Est-ce que c'était de raconter, quand tu demandes là à un moment, maman, est-ce que tu sais pourquoi je fais ce film? Je m'intéresse, pourquoi tu as fait le film? Donc j'ai raconté déjà la genèse de mon existence, à savoir être le fruit d'un mariage forcé organisé par les Khmers rouges. Et j'ai pas voulu trop m'apesantir dessus dans le film, mais lorsque mes parents ont fui par la jungle, donc on était un groupe d'une vingtaine de personnes, et il y avait 4-5 enfants aussi dans le groupe. Et le guide a donné deux comprimés de somnifères à tous les enfants.
Et lorsqu'on est arrivé à Kraïda, dans le camp, en fait, tous les enfants étaient morts. Suite à l'ingestion en fait, des somnifères. Et moi, j'étais le plus petit bébé, j'avais 3 mois, en fait, et j'ai survécu là. On n'a pas d'explication par rapport à ça. C'est vrai que... Et ça, c'est peut-être l'unique chose que j'ai toujours connue de mon histoire, que j'avais survécu alors que tous les autres enfants étaient morts. Et alors dans le premier film avec mon père, j'évoque déjà ça en fait. Qu'est-ce que c'est la culpabilité des survivants ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir toute sa famille qui a été exterminée et d'être le seul finalement à avoir survécu ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de sensation d'illégitimité à encore vivre en fait ? Et pour ma part, c'est vrai que pendant toute mon enfance, je me suis posé la question de savoir pourquoi moi j'avais survécu en fait. Et je pense que très tôt, je me suis dit, si j'ai survécu, c'est peut-être pour parler de ces choses dont les autres ne parleront pas parce qu'ils ne sont plus là. Et donc du coup, consciente de ça, très tôt en fait, j'ai tous les Noëls, je demandais à mes parents depuis que j'ai l'âge de Romy en fait. Alors vous allez me raconter ce qui s'est passé, c'est quand même pas juste d'avoir juste un petit bout d'histoire et puis pas de savoir ce qui s'est passé du reste en fait. Et vous devez me parler. Et puis un jour, mon père s'est mis à parler, en fait, c'était comme un robinet qu'on ouvre, c'est sorti tout seul. Et il a commencé à me raconter ce qui s'était passé. Il a fait acte de résilience totale après le premier film qu'on a fait ensemble. Ma mère reste encore très très fermée par rapport à ça. Je me suis pas dit je vais sauver ma mère en essayant d'établir un dialogue avec elle. Mais je sentais qu'elle était hantée par des fantômes. Il y a des gens qui font... Enfin, je sais pas, on peut faire des films pour plein de raisons. Moi, c'était un bon prétexte pour moi. Le fait de faire des films que d'établir un dialogue poussé avec chaque membre de ma famille. Donc j'ai fait ce film en me disant mais peut-être que avec ma mère ça pourra donner quelque chose. En fait, j'ai commencé sans m'imaginer que ça allait forcément donner ce qu'on voit à un moment donné dans le film. Et c'est assez merveilleux quand ça arrive quoi, en fait. Enfin, pour elle ça a été je pense assez salvateur de pouvoir le partager. Ouais, quand vous étiez au sud, puis tu utilises le mot 14. Et après aussi les images comme elle nage dans la mer. Et c'est, on a vraiment l'impression de cette 14 que quelque chose a vraiment changé pour elle à travers le processus de... Mais c'est marrant parce que lors d'autres festivals, on m'a souvent posé la question de mais comment on fait pour... Alors, j'ai pas de recette pour ça, mais c'est vrai que ce serait trop simple sinon. Atelier. Mais dans le cas de ma mère, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de lui poser des questions, ça donnait rien. En fait, la parole n'était pas un moyen d'établir une connexion sur le passé. Par contre, le fait de l'avoir amenée dans le sud et de la laisser finalement se replonger elle-même dans ses propres souvenirs qui étaient des souvenirs peut-être moins douloureux parce que c'était l'arrivée en France, c'est ça qui a désenclenché complètement tout le reste à rebours en fait du récit. Donc, et là pour le coup effectivement c'est la parole n'a plus tellement de valeur si elle s'efface au profit de la submersion émotionnelle en fait chez l'autre. C'est intéressant. Et peut-être on n'a pas besoin toujours des paroles, on peut comprendre d'une autre manière, corporelle ou... Wow, c'est intéressant parce qu'il y avait aussi le bout de moment où, je pense au tout début, quand elle raconte, mais quoi, la mémoire, ça ne se transmet pas. Qu'est-ce que tu veux dire, la transmission de mémoire? Et c'est vrai que c'est intéressant comme choix de mots, en fait, c'est un peu question linguistique, mais c'est la mémoire, d'habitude, ça veut dire quelque chose qu'on a vécu et qu'on s'en souvient. Mais dans ce cas, et dans beaucoup de cas, quand on parle de l'histoire, quand on était petit, ou peut-être des fois qu'on n'était pas encore en vie même, ça porte quand même sur nos vies. Et c'est quelque chose de différent. Peut-être mémoire, c'est pas exactement le bon mot, mais je trouve que le film nous porte vraiment à présent et dans un futur aussi à travers cette histoire de mémoire. Oui, puis c'est vrai que c'est, cette question, c'est marrant parce que
on se refuse des fois, souvent, très souvent, je sais pas vous, s'il y a des silences dans vos familles, s'il y a des choses que vous n'osez pas aborder avec vos parents, avec vos grands-parents, mais il y a souvent la peur de faire du mal à l'autre, en fait, en évoquant des choses, en essayant de creuser certains sujets douloureux, parce qu'on s'imagine que d'emblée, on va plonger l'autre, et puis c'est souvent le cas d'ailleurs. La réponse souvent, c'est non, mais c'est trop dur, je veux pas aller là-dedans, en fait. Ce que je dis, d'ailleurs, je l'ai dit à ma mère, je dis, bon, écoute, ton silence est un droit, mais le fait que je te questionne est mon droit aussi. Ouais. Le silence ne se construit que si on n'interroge pas et qu'en plus de ça, il y a un refus de répondre. Mais en n'interrogeant pas, finalement, on participe au silence soi-même. Donc du coup, on peut toujours le tenter, et puis, voilà, on voit ce que ça donne, mais ne pas le faire, en tout cas, c'est participer au silence quelque part. Ouais, c'est ça. C'est souvent vu comme ça dans comme études de mémoire que c'est vraiment la prochaine génération qui arrive à briser ce silence qui est peut-être impossible pour la génération qui a survécu, qui a vécu quelque chose de telle horreur que c'est comme juste pas possible de briser ça. Mais c'est tellement beau dans le film quand on voit vraiment la relation intergénérationnelle, puis aussi la troisième génération enfin. Puis ça m'intéresse, comment tu vois le rôle pour, premièrement, ta génération, puis aussi la prochaine génération. Et moi, j'invite beaucoup les jeunes, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer beaucoup au Cambodge. En fait, il y a eu le temps de ce qu'elle disait ma mère d'ailleurs, quand on vit des choses difficiles comme ça, il faut manger, il faut s'adapter, il faut survivre, on est dans la survie pure. Donc oui, aller voir un psy, non, c'est pas... c'est déjà c'est un concept un peu lointain, et en plus de ça, il n'y a pas le temps, en fait, il n'y a pas l'argent, on doit avancer, quoi. Et donc là, nos parents, je parle de la communauté cambodgienne, en tout cas, arrivent à un certain âge, ils se sont posés, voilà, ils peuvent enfin respirer maintenant. Et donc ils sont plus aptes finalement peut-être à parler. Après, c'est vrai que la question générationnelle est hyper intéressante, parce qu'on l'a vu avec la Shoah. Beaucoup de grands-parents ne s'étant jamais épanchés auprès de leurs propres enfants, et puis sur la fin commençaient à partager avec leurs petits-enfants plutôt. Donc il y a aussi l'espoir qu'au Cambodge, la parole qui met du temps à arriver, en tout cas puisse finalement quand même arriver avant que ces personnes disparaissent, parce qu'elles vieillissent aussi, cette génération est en train de disparaître aussi peu à peu. Ouais. Et je pense que la jeune génération est en demande en fait de... Je pense que c'est aussi cette question de l'empathie qu'on peut avoir pour nos propres parents, quoi, en fait, pour nos propres grands-parents, enfin pour nos proches. Ce que je disais souvent, c'est que moi, mon père ou ma mère, avant d'avoir fait des films avec eux, je les connaissais en France. Mon père, retraité chauffeur de bus, ma mère, retraitée modéliste. Mais quand ils ont commencé à me parler d'eux, en fait, et de leur passé, j'ai eu le sentiment qu'ils me parlaient de personnes que je ne connaissais pas. Comme s'ils avaient eu deux identités, en fait. Et ça compte pour comprendre aussi des traumas qu'ils ont pu avoir, une manière aussi d'élever, d'éduquer. La violence, elle est aussi intergénérationnelle, en fait. Ce qu'ils ont vécu a été transmis à moi, mon frère et ma sœur. Et puis nous aussi, on peut aussi être porteur de cette chaîne de transmission et transmettre à notre tour aussi une certaine forme de violence à nos propres enfants. Donc c'est vrai que le moyen... Un des moyens, en tout cas, pour éviter ça, c'est d'échanger. Non, j'ai bon espoir. Peut-être c'est le bon moment de demander si quelqu'un du public a des questions aussi. Moi, je peux continuer, mais... Alors, le film fait avec ton frère, est-ce qu'il est distribué ici? Il est sorti en 2018, il a fait le tour des festivals, en fait, mais là, du coup, il passe plus. Tu l'as déjà un peu pas mal évoqué, mais à quel point c'était difficile d'aller chercher, là tu parles
on peut s'en rendre compte, là, tu parles de 40 ans que tu réfléchis, que tu creuses, mais à quel point c'est difficile d'aller chercher cette mémoire entre ceux qui ne veulent plus pas en parler parce que ça a été difficile, entre ceux qui ont peut-être contribué et du coup qui sont peut-être réticents. Toute cette quête-là, il y a de la difficulté. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? C'est vrai que sur la question du Cambodge particulièrement, c'est quand même très particulier. C'est quand même des Cambodgiens qui ont tué des Cambodgiens. On a un équivalent un peu lointain qui serait le Rwanda, et encore c'était des ethnies. Là, on parle vraiment d'une purge massive comme il y a pu y avoir en Chine, mais de façon beaucoup plus brutale. Et donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la honte collective d'un peuple, malgré tout. Et puis en plus de ça, effectivement, soit tu étais du camp des victimes, soit tu étais du camp des bourreaux. Il n'y avait pas d'autre camp. Donc, et au Cambodge, en l'occurrence, moi je suis des fois complètement parano quand je marche là-bas, quand les gens me parlent, au début en tout cas, parce que je me disais, cette personne charmante qui me parle, ça se trouve elle a tué, ou ça se trouve sa famille a été tuée, je sais pas. Et c'est vrai que c'est assez troublant ça, ce qui fait que du coup ça entretient aussi un silence collectif. Qui est très difficile à rompre. En plus de ça, que du fait d'un point de vue culturel, les sociétés asiatiques ne parlent pas beaucoup non plus. Tous ces facteurs en fait créent une vraie réticence à parler. Pour autant, là je parle des victimes, pour autant, lorsque mon premier film est sorti, il y a eu beaucoup de communautés cambodgiennes à travers le monde qui sont venues voir le film. Et je me suis retrouvée à assister à des choses assez surréalistes d'un père cambodgien qui prend le micro, qui était venu assister au film avec son fils, puis qui commence à dire moi aussi j'ai envie de raconter ce qui m'est arrivé. Puis là, avec le fils à côté qui n'avait jamais rien entendu de cette histoire, et le père commence à raconter, puis quelqu'un d'autre lève la main du public, une autre cambodgienne, et puis le micro passait comme ça, et puis chacun s'était mis à parler comme une espèce de thérapie collective. Et je pense que il y a des tables rondes du coup qu'on a organisées au Cambodge pour que les gens se retrouvent et puissent parler de façon collective. C'est un peu comme les alcooliques anonymes ou tous ces trucs-là en fait. C'est peut-être des fois très difficile de parler tout seul en son nom propre. Peut-être beaucoup plus facile quand d'autres personnes autour de nous qui ont vécu les mêmes choses que nous en fait s'expriment. Donc il y a des moyens en fait de mettre en place la possibilité d'ouvrir la parole, et en plus de ça il y a une vraie nécessité. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Alors après c'est dur, c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a Philippe au coin qui a une question. Moi, je voulais partager avec, puis on a posé des questions le moment où est-ce que vraiment j'ai été bouleversé dans ton film, c'est par la fin quand même. Tout à coup, tu crées un dispositif, t'as la caméra qui filme toi et ta mère à table, mais entre les deux caméras, on voit une caméra dans le blanc. Puis tout à coup, pour moi, tout le film est une approche de cette position-là. Tu prends par rapport à ta mère, une caméra à 180 degrés devant elle qui la confronte directement, puis ça on dirait que cette image, je sais pas quand elle renverse à moi, qu'on voit à travers la caméra qui est dans le blanc, on voit ta mère. Il y a quelque chose de tellement émouvant là-dedans. Je me demandais, en tout cas, juste sur la question du dispositif, la question de comment est-ce que tu négocies finalement d'être à la fois finalement sujet et d'être réalisatrice, d'être finalement technicienne et d'être la fille de ta mère aussi. Ouais, ça fait beaucoup de casquettes à la fois. C'est vrai que c'est parce que bon, que ce soit dans le premier film ou dans celui avec ma mère, en fait, moi je découvre les choses au moment où elles se passent sous mes yeux en fait. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est des révélations que j'attendais pas en fait. Dans ces moments-là, j'essaye de continuer à filmer, d'essayer d'ajuster mon point quand même, d'être malgré tout la réalisatrice technicienne, et puis en même temps je suis complètement bouleversée. Il y a eu des moments où la caméra s'est mise à trembler, où je l'ai posée parce que je n'étais même plus en mesure de la tenir moi-même. C'est un délire, le documentaire d'auteur, pour ça, parce que ça nous oblige
quelque part, à avoir tellement de casquettes à la fois, c'est un exercice qui est assez fou. C'est un pari fou de toute façon. Je pense de se lancer dans un projet comme ça où on se dit, voilà, en plus c'est un membre de ma famille que je filme, c'est pas non plus, c'est ma mère. Donc on est vraiment au cœur des choses et moi-même je suis complètement dedans et tu le dis parfaitement, j'observe ces choses-là, je suis aussi totalement actrice, sujet de mon propre film. Mais en même temps je vois pas comment, j'avais pas d'autre moyen que de le faire comme ça en fait. Là, en l'occurrence, j'ai quand même travaillé ma mère au corps. Je pense qu'on le sent bien dans le film, quand même. Et là, je me suis dit, quel meilleur moyen pour avoir une parole un peu plus dégagée, c'est plus de technicien. Je vire le chef-op, l'autre chef-op, je vire le l'ingé son. Je prends ma mère à 2h du matin, donc bien tard, elle est bien fatiguée. Elle était là, j'ai fait les vaisselles, j'ai nettoyé la maison. Pourquoi on va pas dormir tout de suite? Je suis fatiguée. 2 minutes, maman, 2 minutes. Et les 2 minutes se sont transformées en ce moment-là. En fait, et je pense que c'était un moment où elle-même avait lâché prise, et moi aussi d'ailleurs, quelque part, je pense on était peut-être moins dans une confrontation de maman, parle-moi des choses, mais d'une confidence. Et la confidence, c'est pas facile avec une caméra. Donc il fallait arriver à cet état-là, en fait. Oui, je l'ai bien travaillé. Et c'est une expérience magique. D'avoir ça gravé quelque part. Juste d'y assister, c'est magique. Moi j'avais une question par rapport à tout ça d'ailleurs sur votre parcours et sur le fait du médium, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu des racines puis des réponses, c'est des trucs que moi j'ai pu lire dans des romans ou quoi, et en documentaire c'était un peu la première fois. Et du coup, pourquoi le documentaire? Est-ce que vous avez étudié en cinéma? Pourquoi pas faire un film de fiction? Pourquoi pas faire un film d'animation? Alors je fais aussi de la fiction, je prépare un long métrage de fiction là, mon premier long métrage de fiction, avec un personnage féminin un peu trash qui écoute de la techno, c'est un peu moi. C'est le seul médium que j'ai trouvé moi pour me raconter moi, c'est un road trip à travers le Cambodge avec 300 canards. Et donc je fais aussi de la fiction. Là, pourquoi le documentaire? Mais moi en fait, je me suis jamais dit je vais faire des films. D'ailleurs, le film que j'ai fait sur mon père, je l'ai tourné dans le camp de concentration. Je suis revenue avec ma fille et je me suis dit, si je le fais pour elle, ça vaudra déjà la peine que ce film existe. Finalement, il s'est trouvé que le film a fait le tour du monde. Je m'y attendais pas du tout. Donc, c'était pas quelque chose que j'avais du tout prévu. Par contre, quand j'ai eu 16 ans, je me suis acheté une caméra. Et j'ai filmé. D'ailleurs, sur le 3e film avec mon frère, j'utilise aucune archive dans mes films. Dans le 3e film, en fait, je vais utiliser ces images-là. J'avais 16 ans, donc on voit mon père, ma mère et mon frère sous le même toit. Alors qu'on les aura découverts respectivement. Et je sais pas, je crois que la portée de plus que de l'image et du son, des voix, je fais beaucoup d'enregistrements sonores. De ma fille quand elle était bébé, quand elle était des trucs, il y a quelque chose de tellement éphémère en fait dans tout ça. Peut-être une volonté par le manque d'un propre récit personnel en fait de figer coûte que coûte des bribes d'un récit familial. Et donc du coup j'ai filmé toute ma famille et je me suis jamais dit je vais faire un film avec ça. Et puis il se trouve que ça va du coup être dans le 3e film. Mais pourquoi la vidéo, pourquoi le documentaire? Parce que c'était le seul moyen que j'avais d'approcher mon père, ma mère et mon frère de façon un peu frontale, quoi. J'avais envie de dire quelque chose aussi par rapport à ma maman. C'est parce qu'en fait, alors je trouve que c'est le métier de réalisatrice. C'est un très bon métier pour exprimer ses sentiments et parler. Alors, j'envisage pas d'être réalisatrice plus tard, mais voilà, et je pense qu'elle vaut plus que ce qu'elle a. Voilà. Merci, Lana.
Il y avait une autre question ici. Ben, ouais. un petit peu pour rebondir sur tout ça, comment ta famille reçoit ces films? Comment ta mère elle reçoit le résultat final de... C'est incroyable en fait, et c'est là où je pense que ce qui se passe après en fait est encore plus important finalement, parce que finalement dans le film c'est le processus que je filme. Juste pour vous parler, j'ai une anecdote sur mon père en fait, mon père qui est parti pour la première fois au Cambodge avec moi dans ce camp de concentration. Il avait refusé de mettre les pieds au Cambodge. Et 6 mois après que le film soit sorti, donc il s'est rendu compte de l'impact que le film avait eu. En fait, il était là, et moi je suis personne, j'ai fait mes papas. En fait, ton histoire est plus grande que toi. Donc il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ton récit. Et en fait, dans le premier film avec mon père, à un moment donné, il raconte qu'il a dû quitter pendant l'exode des Khmers rouges, il a dû quitter toute sa famille. Et que cette famille, en fait, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'il savait, c'est qu'ils étaient morts. Et après avoir fait Angkar avec moi, 6 mois après, il est retourné au Cambodge. Il a fait une enquête. Il a trouvé un village. Il y est allé. Il a déambulé dans ce village et une vieille femme est venue le voir en lui disant « Mais vous êtes qui, vous ?» Il fait « Je suis le dernier fils de la famille Hai. » Et là, la femme stupéfaite monte dans sa petite maison sur pilotis. On est vraiment dans un village au fin fond du Cambodge. Elle redescend avec un objet en argent et elle lui dit « Votre mère m'a donné ça avant d'être exécutée. Donc je vous le donne, je vous le rends. C'est à vous. Et je vais vous amener là où est toute la famille. » Et mon père, donc du coup, m'a donné cet objet en me disant donc il est chez moi maintenant. sacré destin pour ce petit objet en argent. En me disant bon, mais ça c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si on n'avait pas déjà entamé ce processus de mémoire ensemble en faisant ce film. Et là il se trouve que ma mère elle envisage de retourner au Cambodge. Wow. Alors qu'est-ce que ça va donner, je sais pas, mais déjà qu'elle remette les pieds là-bas, je pense que pour elle c'est énorme. Et je pense que le fait d'avoir fait ce film avec moi aussi a rouvert quelque chose. L'envie, je pense, de se dire on peut peut-être recréer de nouveaux souvenirs là-bas, qui ne soient pas que des souvenirs de mort et de terreur. Voilà, réécrire à l'image du présent, en fait, ce pays qu'on a quitté, qu'on a tant aimé, quoi. Ouais, ça dépasse tout, quoi. Ça dépasse les films en eux-mêmes. Oui, une question sur l'histoire de votre pays au Cambodge, comme on dit. Où placez-vous le prince Sihanouk dans le contexte? Le prince Sihanouk, vous connaissez le prince? Oui, bien sûr. Oui. Comment vous placez-vous dans on n'a même pas mentionné son nom, pourquoi les Khmers rouges sont venus? Ah oui, alors, bon, c'est vrai ça, que... c'est toute une histoire. C'est vrai qu'il y a l'histoire avec un grand H, puis il y a l'histoire intime. Alors moi, dans mes films, en fait, c'est un parti pris, en fait, de ne jamais évoquer l'histoire avec un grand H. Je trouve qu'il y a beaucoup de documentaires, reportages historiques qui le font très bien, à savoir donner des dates, donner des chiffres, parler de responsabilité aussi de certains individus, en l'occurrence là, le prince Sihanouk que vous évoquez, à favoriser effectivement le pouvoir des Khmers rouges, parce qu'il y a eu un coup d'État soutenu par les Américains à l'époque, un général qui avait été mis à la tête du pouvoir et que lui, en fait, pour récupérer le pouvoir, a encouragé la population à soutenir les Khmers rouges. Mais il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi de parler de tout ça, en fait. Voilà, c'est ça, le silence. Comme nous, il y a de grands silences. Ouais, après, il y a quand même beaucoup de reportages, documentaires qui quand même évoquent ça. Je pense que si on a envie de creuser la question, on trouve toutes les infos nécessaires. Je pense que c'est plus compliqué de trouver des personnes capables de s'épancher de façon plus intime, en tout cas, sur ces choses-là. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? C'était très émouvant. Ouais. Romy, s'il vous plaît. Du coup, comment t'as fait vraiment pour
seule fois, ou plusieurs. Mais comment tu as fait pour exprimer tout ça ouais. Dans le film, hein, tu veux dire comment j'ai trouvé le moyen, moi, d'exprimer ce que je ressentais dans le film. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. J'ai voulu rendre hommage à ta mamie, déjà. C'est vrai que c'est un personnage au début qui est un peu abrupt quand on la découvre. On se demande un peu, mais non, mais c'est fantastique. C'est comme... Tu pourrais même pas écrire un personnage plus intéressant. Elle est tellement drôle et sympathique. Et puis à la fin, elle lâche pas. Elle est les huîtres, tout. Surmonte. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc un peu de... Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui lui a permis de... C'est ça qui lui a permis de survivre, en fait. C'est qu'elle avait cette espèce de... Ça l'a beaucoup fait rire, le Covid. Elle était là, vous voyez le monde paniquer. Elle était là, mais n'importe quoi, mais ils sont fous, les gens. Ça va, on peut aller au supermarché, on a de quoi manger, personne nous balance des bombes sur la gueule. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être aussi effrayés, quoi. Toi, moi, je suis très bien, je suis à la maison, j'ai la télé. Et ça, je pense que c'est vraiment parce que quand on a vécu l'horreur, en fait, tout nous semble tellement surmontable. Mais pour répondre à ta question, ma chérie, voilà, c'est difficile de raconter ce qu'on ressent dans un film. Et j'ai essayé de raconter mes déceptions, mes peines, et aussi mes espoirs, et puis mes joies, de la manière la plus sincère possible. C'est ma vérité à moi, en tout cas. Et dans les films, il n'y a jamais une vérité absolue, de toute façon. C'est toujours un regard subjectif. Justement, une petite question. Combien de temps a duré la cueillette d'informations pour arriver à ce produit-là? Combien de temps ça a duré? Alors, la parole de la maman jusqu'à la fin. Après ça, c'est mon processus en tant que réalisatrice. J'aime bien faire des films assez vite. C'est vrai que généralement, quand on fait un film, c'est en fonction des budgets qu'on obtient au fur et à mesure. Donc on va faire un bout de tournage là, un bout de tournage là. Moi, j'ai voulu tout enchaîner le plus possible. Donc là, c'est un tournage un an à peu près, donc, qui comprend du coup les voyages aussi, et ma mère, oui, à peu près ce temps-là aussi, de la suivre, en fait au début de la questionner, et ensuite d'obtenir d'elle ça derrière. Et puis c'est marrant parce que du coup on la voit avec le masque, en fait le Covid avait déjà commencé à ce moment-là, et du coup je crois que l'isolement, parce qu'on l'a tous été finalement très isolés de nos proches aussi, ça a peut-être permis, ça a peut-être joué quelque chose. On saisit la transformation, elle devient belle en fait, cette femme. Mais on voit de la fragilité. Quand on est à la mer là, et qu'elle est là en train de chercher le parc où je jouais quand j'étais petite, elle n'est plus la guerrière en fait, elle devient fragile. En tout cas, merci beaucoup, c'est un beau témoignage. Je me demandais juste, tu en as parlé un petit peu en disant que ça avait ouvert des portes pour elle, puis elle compte peut-être retourner au Cambodge, mais dans l'immédiat, quand elle a vu le film, j'imagine? Elle l'avait avec Romy, elle avait une copie de montage avec Romy chez moi, elles étaient mortes de rire toutes les deux. Genre mortes de rire. Ok. Elles se fendaient la porte sur le canapé toutes les deux en regardant le truc, et puis moi j'étais là, mais attends quand même. Le sujet est grave quand même. Puis elles étaient là, les huîtres, machin, etc. Puis bon, il y a eu des moments où elles se sont... Enfin, en tout cas, ma mère s'est mise à pleurer. Elle est venue à la première mondiale du film à ITFA Amsterdam. Elle avait mis une belle robe cambodgienne, elle s'était fait belle pour l'occasion, et puis en fait, elle est arrivée sur scène, elle avait pris dans ses bras, elle a pleuré. Elle découvrait le film vraiment pour la première fois à ce moment-là, et ça a été... c'était un très beau moment pour moi en tant que sa fille, et pour elle en tant que ma mère. Mais oui, mais sinon avec Romy, la projection privée s'est transformée en gros éclat de rire. J'ai trouvé ça très beau d'ailleurs. Les amis. C'est intéressant parce que le film, d'une manière, c'est tellement un portrait
de ta mère, mais c'est aussi, je trouve, un portrait de votre relation. Et maintenant, j'aperçois comme c'est aussi le portrait de vous trois aussi, de la relation même entre Romy et ta mère et toi et Romy. C'est très beau. Très beau. Ben, c'est ça la vie. Ouais, une belle transmission, c'est certain. Est-ce que c'est pas ce qui compte le plus dans le fond? Ouais. Bon. Mais est-ce qu'on a des autres questions ou on ferme sur cette note d'espoir et on sort au soleil? On sort au soleil, oui, bonne idée. Merci beaucoup. Merci pour cette projection. Merci pour ce super public. Oui.